Bonjour Fatima Kemilat, docteure en sciences politiques et enseignante à Paris, à l'UPEC. Nous sommes ravis de vous rencontrer pour ce petit entretien. Tout d'abord, comment vous portez-vous? Très bien, merci. Merci de nous recevoir à Paris. Je vous en prie, le plaisir est pour moi. Alors pour poser un cadre, on va peut-être commencer avec une petite question liée au féminisme. Aujourd'hui, on entend énormément parler de féminisme arabe, musulman, islamique, laïque, blanc, etc. Alors ma première question est de savoir, est-ce que le féminisme aujourd'hui sert-il encore à dénoncer le sexisme et le machisme, ou alors est-il devenu un moyen de parler du rapport de domination entre féministes? Alors c'est une excellente question, je ne sais pas si vous avez 2 heures, mais alors pour faire simple, le féminisme, sa vocation première, c'est effectivement de parler de la question de l'égalité homme-femme, mais une égalité pratique et pas simplement une égalité en droit. Et donc depuis les années 60 au minimum, il y a plusieurs phases et plusieurs vagues de féminisme, et là on pourrait dire qu'on est arrivé à une 3e phase en fait de féminisme où on est dans une logique dite intersectionnelle, c'est-à-dire qu'on cherche à intégrer d'autres variables que la lutte contre les dominations masculines, et ces variables c'est la lutte contre le racisme, les discriminations structurelles, contre le validisme qui sont les dominations que les valides font aux personnes qui sont en situation de mobilité réduite, ou voilà, il y a un certain type de choses qu'on va essayer d'intégrer à la question féministe. Ça finalement on peut dire que c'est nouveau et en même temps dire que ça s'inscrit dans le temps long, puisque dès les années 80, on a des auteurs comme Bell Hooks, qui est une femme noire afro-américaine, qui va dire la chose suivante, elle va écrire un livre et sa question ce sera « Ne suis-je donc pas femme ?» Puisque c'est comme je disais, une femme noire, et elle va dire qu'elle est doublement disqualifiée. Quand on parle de féminisme, on ne parle pas de femmes noires, et quand on parle des mouvements noirs, on ne parle pas des femmes. Et donc elle dit comment est-ce que moi je me positionne en tant que femme de couleur dans ce milieu. Et aujourd'hui on est encore dans cette discussion en fait qui est de dire oui on subit en tant que femme des discriminations qui sont d'ordre structurel, qui sont des discriminations sociales, et en même temps on n'est pas que femme. Et le « on n'est pas que femme » peut donner lieu à beaucoup d'adjectifs qui peuvent, comme vous le disiez aussi, quelque peu étioler et diviser la cause des femmes. Et là, le mouvement qui va se faire à Paris avec une manifestation contre les violences faites aux femmes a un peu réactivé tout ça, puisque plusieurs hashtags vont se créer. Donc à la base, c'était le hashtag « nous toutes », et puis ensuite, c'est « nous aussi », et puis ensuite, pas nous, parce que finalement, il y a aussi une volonté de ne pas invisibiliser les dynamiques et les rapports de pouvoir qu'il y a dans le champ de la cause des femmes. C'est-à-dire que quand on est une femme blanche, bourgeoise, valide, hétéro, on n'a pas du tout les mêmes préoccupations qu'une femme noire, lesbienne, pauvre, qui vivrait dans un quartier populaire. Donc l'idée, c'est de surtout pas invisibiliser ça avec un label, un vernis qui serait le label féministe. Et je pense que les femmes racisées et les féministes racisées, elles ont dit, bon, à un moment donné, on vous a soutenu dans les causes, et aujourd'hui, on voudrait nous aussi être soutenus, et que vous fassiez votre aggiornamento, que vous réfléchissiez un petit peu aux mécaniques de discrimination que vous-même vous mettez en place. En Europe, nous parlons d'un féminisme blanc, hégémonique, qui se veut civilisateur un peu. Et alors j'aurais aimé savoir si il y avait un équivalent dans le monde arabe, un féminisme aussi civilisateur, mais qu'on ne pourrait pas du coup appeler un féminisme blanc ou un féminisme colonisateur. Donc j'aurais voulu savoir si effectivement il y a un équivalent dans le monde arabe tout simplement. Alors, en fait, de tout temps, le féminisme, en tout cas la cause des femmes et la question de l'égalité homme-femme, a été instrumentalisée à des fins impérialistes et à des fins racistes. Le cas de l'Algérie coloniale, et notamment ce qu'en dit Frantz Fanon dans son livre sur la révolution algérienne, où il montre bien que les cérémonies de dévoilement sur la place publique, qui étaient organisées par les épouses des générales Salan et Massu au moment en fait, de la guerre de décolonisation, visaient à montrer qu'on gagnait aussi non seulement du territoire dans le département algérien dans cette guerre d'indépendance, mais aussi une manière de briser et d'affaiblir culturellement dans ses valeurs, dans quelque chose de très émotionnel et affectif, quelque part, l'indigène algérien en s'attaquant à sa femme, à ses femmes, à sa fille, à sa sœur. Et donc cette instrumentalisation comme ça du féminisme à des fins civilisatrices, elle date depuis un certain temps et comme je disais, depuis l'Algérie coloniale. Aujourd'hui, on a ces dynamiques, pour moi en fait, le féminisme blanc ne s'arrête pas aux pays occidentaux en réalité. Il y a des féministes qui sont issus des classes les plus privilégiées dans les pays arabes, qui ont fait des lycées français ou des lycées américains, des universités américaines, et qui ont du coup tous les attributs de la blanchité entendus comme étant une construction sociale. On a tendance à oublier que la construction de la racialisation blanche, c'est avant tout en fait des positions de domination. Et ces féministes-là qui
parlent un langage étranger très bien, et parfois elles ne connaissent pas d'ailleurs l'arabe. Elles vivent dans un pays arabe, mais elles n'ont jamais appris l'arabe, puisque dans les institutions dans lesquelles elles vont, ce n'est pas une langue qui est valorisée. Elles se socialisent dans des univers avec des fils et des filles d'ambassadeurs venus de toute l'Europe, et finalement très peu avec les populations locales, et elles ont complètement intégré le discours occidental et occidentalisateur qui vise à dire que finalement il ne peut y avoir de féminisme et de moyens d'émancipation que le féminisme blanc, que le féminisme européen, que le féminisme mainstream, qui fait classiquement déraciser les ennemis premiers, et qui fait comme si finalement le problème du sexisme n'existait que de l'autre côté de la Méditerranée. Elles vont reproduire ces logiques de domination, et ça va être d'autant plus fort qu'il y a aussi une logique de, donc je disais une logique de classe, il y a aussi une logique de socialisation, donc la domination culturelle qu'elles exercent, mais il y a aussi concrètement une logique pigmentaire. Souvent ces femmes sont très très claires de peau, il y a une logique de colorisme, et ça participe à les distinguer, à les démarquer du reste de la population. Donc ces femmes-là, elles font du féminisme mainstream pur jus, en fait, c'est-à-dire il y a une externalisation, une sous-traitance de la domination raciale et de la domination féministe blanche dans les pays arabes, et en ce sens, ça fonctionne très bien comme type de sous-traitance. Alors vous parliez tout à l'heure de Fanon, justement, je me posais une question par rapport au texte de Fanon, qui était une critique aussi à la société, par rapport au pouvoir dominant, etc. Mais ce sont des textes qui restent très intellectuellement très élitistes, qui ne sont pas accessibles à la population lambda. Alors la question est la suivante, est-ce que le féminisme aujourd'hui parle aux populations lambda? Est-ce qu'on arrive encore aujourd'hui, est-ce qu'on réfléchit en se disant je vais adapter mon discours de manière à ce que la population lambda puisse se reconnaître dans ces discours élitistes, même s'il est porté par des racisés? Alors il faut savoir aussi qu'il y a des enjeux de pouvoir. C'est-à-dire que les femmes et les féministes ont construit, en fait, ont essayé de démontrer que la déconstruction des rapports de domination pouvait s'inscrire dans une logique de sciences sociales, et qu'à ce titre, elles devaient avoir des départements dévolus à cette question, et qu'il y ait une recherche scientifique légitime. Donc la question de l'ouverture des départements des gender studies, elle est extrêmement importante. Elle s'est faite progressivement en France et à l'étranger, mais surtout aux États-Unis. En France, ça reste extrêmement timide. Il y a des matières qui concernent les rapports de genre, les rapports de domination hommes-femmes, mais finalement pas de département à proprement parler. Donc ces féministes qui essayaient de légitimer la question du champ de recherche sur le sexisme comme étant un champ de recherche de sciences sociales à part entière, ont emprunté en fait le vocabulaire sociologique, qui est un vocabulaire qui volontairement est opaque, puisqu'on est aussi dans une stratégie de déconstruction et de distinction. Le capital culturel, le disait Bourdieu, c'est aussi un capital qui est extrêmement violent en matière symbolique. À partir des termes que moi je vais utiliser, je vais disqualifier, je vais faire en sorte qu'un certain nombre de personnes ne puissent pas comprendre, et ça c'est une violence extrêmement importante. Donc il y a cette volonté de réhabiliter et d'habiliter plutôt la question du champ des recherches féministes, qui est une part dans cette question, et d'autre part il y a aussi l'idée de qu'est-ce que c'est que les personnes lambda et qu'est-ce que ça veut dire s'adresser aux personnes lambda. Aujourd'hui, on est dans une situation où être et se dire féministe peut être considéré comme une insulte. Puisque le patriarcat est tellement fort qu'il a réussi à disqualifier même les outils du dominé pour procéder à son émancipation et à sa désaliénation. Donc il y a beaucoup de personnes qui du coup ne s'identifient pas du tout à la question féministe, et quand nous on arrive avec nos bouquins de Butler, de Dorlin ou de je ne sais qui pour déconstruire le féminisme, on nous regarde en disant mais en fait moi déjà je me dis pas féministe et ce que tu racontes ne m'intéresse pas. Parce qu'à un moment donné, il faut reprendre aussi les catégories qui sont utilisées par les populations elles-mêmes. Quand on parle de féministes intersectionnelles ou quand on parle de femmes racisées, très honnêtement, ça parle à qui ? Si vous n'êtes pas dans un milieu universitaire ou dans un milieu militant, personne ne comprend ce que vous dites. Donc à un moment donné, il faut aussi se distancier de ces termes et dire bon, est-ce que tu comprends femme arabe, noire et asiatique? C'est peut-être moins politiquement correct, mais c'est tout aussi et beaucoup plus efficace que femme racisée. Et plutôt que de parler de féminisme, de parler de lutte contre les discriminations faites aux femmes. Peut-être que ça fonctionnera. Et en tout cas, il y a un travail qui est fait, j'espère, pour essayer d'être le plus grassroots, le plus local possible, mais qui est difficile effectivement à faire. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire, voire vital pour le mouvement féministe, d'avoir aussi un mouvement qui va redéfinir ce que c'est que la virilité, la masculinité? Je ne sais pas trop si ça se dit, parce que j'ai l'impression que quelque part les femmes élaborent des théories, essayent de comprendre, imaginent des pistes de réflexion, etc. Mais si de l'autre côté, les hommes ne redéfinissent pas ce que c'est que la virilité, j'ai l'impression que c'est comme un coup d'épée dans l'eau.
Mais en réalité, c'est deux questions qui sont interdépendantes, puisque les discriminations faites aux femmes reposent sur une essentialisation des femmes, c'est-à-dire penser qu'elles ont des qualités, des défauts spécifiques inhérentes au fait qu'elles aient un sexe féminin. Et ça, c'est possible à comprendre que si on comprend qu'il y a aussi des qualités et des défauts qui seraient censés être inhérents au genre masculin et au sexe masculin. Du coup, penser la féminité, c'est nécessairement penser en regard et en miroir la masculinité. Alors, il y a plusieurs travaux sur cette question, notamment sur la question d'une masculinité qui ne serait pas une masculinité toxique, en fait, et développer une masculinité qui serait positive. Pourquoi toxique? En fait, elle est doublement toxique. Elle est à la fois toxique pour les femmes, puisque du coup, elle engendre des discriminations structurelles, des violences sexistes, sexuelles, elles sont moins bien payées, elles sont dévalorisées, le contrôle des corps, enfin, les discriminations faites aux femmes sont beaucoup plus longues que ma veste et que mon bras, et en même temps, elles sont dans une logique de dire, bon, puisque ça, c'est la masculinité qui est toxique, et c'est un défaut, et c'est quelque chose qui rejaillit sur les femmes de manière négative, est-ce que ça a aussi des conséquences sur les hommes qui, eux, ont des privilèges et bénéficient d'un certain nombre de discriminations. Moi, je vais faire un parallèle et une analogie avec ce que disait Fanon sur la question des colonisés et des colons. Il disait « décoloniser, c'est à la fois libérer les colonisés et les colons ». Il était dans une logique de finalement, il fallait les prendre tous les deux en regard puisque la domination est aussi en fait une violence faite à ceux qui sont les dominants. Et donc, la question de repenser la masculinité dans des termes positifs, elle se pose avec beaucoup d'acuité aujourd'hui. Est-ce qu'on y parvient? C'est difficile, puisque les rapports de genre sont extrêmement prenants. Et un homme qui, j'allais dire, dérogerait aux stéréotypes qui sont appliqués. Un homme, ça doit être fort, un homme, ça doit être grand, un homme, ça doit exhiber des muscles, un homme, ça doit savoir tenir son foyer, un homme, ça doit un certain nombre de choses, être puissant au niveau sexuel. Ben, ça va être des injonctions qui sont faites et qui sont aussi extrêmement frustrantes et extrêmement limitantes. Donc, il y a des travaux qui sont réalisés, mais lorsque les femmes font des travaux, généralement, elles ne sont lues que par d'autres femmes. Donc, ça touche relativement peu les hommes. Et puis, il y a aussi cet argument assez classique de dire que les féministes sont anti-hommes. Il y a cette espèce de stéréotype de la lesbienne butch qui en fait est en train de juste de disqualifier parce qu'elle est frustrée les hommes. Et donc il y a aussi tout un discours un peu apologétique en disant non mais les hommes on les aime bien mais on veut juste les gentils. Ça aussi c'est problématique en réalité puisque Fanon disait une société est raciste ou on ne l'est pas. Et on peut dire la même chose pour le sexisme. Une société elle est sexiste ou pas. Les individualités on s'en contrefiche. Qu'un homme vient dire non mais moi je suis pas sexiste, c'est impossible. Le racisme comme le sexisme sont submersifs. On évolue dedans en fait. Et ça nous imbibe. Donc évidemment qu'on perpétue des mécaniques racistes et des mécaniques sexistes et des mécaniques capitalistes. Il faut juste en avoir conscience pour essayer d'avoir un petit peu de retrait et de distance sur la question. On parle de décoloniser le féminisme. Alors moi j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut parler de décolonisation de la sexualité? Des cœurs. Évidemment, on peut parler de décolonisation de la sexualité. Et pas on doit parler de décolonisation de la sexualité. Alors en fait la sexualité c'est souvent la caisse de résonance d'une société donnée. C'est-à-dire que nos fantasmes sont souvent complètement pétris des logiques qui sont à l'œuvre dans la société dans laquelle on évolue. Dans l'Algérie coloniale, il y a plein de cartes postales où on voit en fait des femmes qui ont été dévoilées de force, exhiber leurs seins, des femmes donc indigènes, des femmes arabes. Et ces cartes ensuite étaient envoyées à des blancs de l'autre côté de la Méditerranée pour les faire rêver sur l'orientalisme, sur les orientales. Et donc aujourd'hui, on a exactement la même chose. Et moi, je dirais que, en fait, l'orientalisme, c'est le mot inventé par Edward Said pour décrire l'Orient tel qu'il est créé, projeté, fantasmé par l'Occident. Et je dirais que l'orientalisme de ce siècle, c'est pas les tableaux et finalement les œuvres d'art qu'on avait de l'époque avec ces femmes dénudées, mais c'est la pornographie. L'étude de la pornographie actuelle et des catégories opérantes dans la pornographie font complètement écho à ce qui se passait à l'époque. Je vous donne un exemple, la catégorie beurette et l'occurrence, donc le mot qui est le plus tapé dans la barre de recherche, des sites pornographiques français. Donc en fait, et ça c'est extrêmement intéressant parce que beurette ne renvoie qu'à une catégorie pornographique. Si vous tapez beurette dans la page, je vous conseille pas de le faire, la page Google, vous n'aurez uniquement référencé des sites pornographiques où il y a une mise en scène en fait des femmes arabes, voilées, pas voilées, banlieusardes, pas banlieusardes. Et dans cette mise en scène, dans cette scénographie, souvent l'homme blanc arrive comme étant celui qui va venir libérer par le rapport sexuel qu'il va avoir par sa baguette magique, si je peux me permettre ce jeu de mots, qui va venir
libérer les femmes de leur domination. Et cette domination masculine indigène, elle est symbolisée et par le voile, ou en disant quand le grand frère n'est pas là, Karima va voir, etc. Quentin. Et c'est extrêmement intéressant parce que la colonisation réside au corps même de nos fantasmes. Et ces fantasmes, les fantasmes à la fois de la domination, enfin de la population dominante, sont complètement colonisés par cet imaginaire orientaliste de la femme arabe dénudée qui se serait intégrée en ayant des rapports sexuels avec les hommes blancs, mais à la fois la sexualité des hommes et des femmes racisées qui ne peuvent pas en faire l'économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les normes de beauté, les normes de désirabilité sont en fait des normes complètement calquées sur la blancheur. C'est-à-dire que les femmes, quand elles se regardent dans un miroir, une femme racisée, elle est à la fois les injonctions faites aux femmes et à la fois les injonctions faites aux personnes blanches sur des femmes, sur des femmes racisées et qui seraient relatives à la beauté blanche. Pour être très clair, si la beauté c'est la blancheur, quand on est une femme racisée, on se regarde face à son miroir et on se rend bien compte que si on a un nez épaté, on ne correspond pas à l'idéal type de beauté qui est mainstream et qui est publicitaire. Si on a des cheveux harash, si on a des cheveux crépus, on n'est pas considéré comme rentrant aussi dans les idéotypes de beauté. Donc bien sûr que la sexualité est un terrain en fait, un terrain de lutte et qu'il doit être décolonisé. J'allais dire, la décolonisation et la lutte féministe commence dans la chambre à coucher. C'est là où se jouent les rapports de pouvoir et les rapports de domination. Alors justement, avant d'arriver dans cette chambre à coucher, la femme issue d'une famille d'immigrés, mais vivant dans un contexte occidental, doit faire avec deux poids. C'est-à-dire avec l'image qu'on peut se faire justement de cette beurette nymphomane, comme on l'a décrit un peu. D'ailleurs, Fatima Mernissi en parlait dans ses ouvrages en parlant du harem. Mais à côté de ça, on a aussi le monde oriental qui étouffe cette espèce de libido impossible chez la femme arabe. Donc comment est-ce que concrètement se construit la sexualité chez une fille qui vivrait en France et qui aurait des origines arabes? Alors comme vous l'avez très bien dit, et puis il y a plusieurs auteurs qui travaillent sur la question, il y a Nassira Ghani qui a travaillé sur la question de la figure des beurettes, du garçon arabe, des relations comme ça qu'il pouvait y avoir et du rapport au corps des femmes arabes. Elle explique qu'il y a tellement d'injonctions contradictoires, il y a à la fois l'injonction, alors quand je dis communautaire, je l'utilise de manière sociologique telle que Weber le pense, c'est-à-dire une communauté qui s'allie d'abord et avant tout par affinité, et notamment affinité culturelle et affinité d'intérêt ou de valeur. Donc on a finalement ces femmes arabes qui sont dans une logique, elles s'inscrivent peu ou prou dans une communauté qui serait elle-même arabe, ou plutôt une communauté de minorités et de minorisés dans un pays donné. Et donc elles ont des injonctions qui est la virginité, l'injonction au mariage, l'injonction à la maternité. Et ça, ce sont trois injonctions qui sont très très fortes dans la vie des femmes issues de l'immigration ou dans la vie des femmes primo-migrantes qui vivent en Occident. Donc à la fois on leur dit croise tes jambes ma fille et fais bien attention à ce que personne ne touche à ce qu'il y a entre elles. Et en même temps il y a des injonctions à l'hypersexualisation qui sont faites par la société dominante tout le temps. Vous allumez votre télévision pour vous vendre un yaourt, il y a une fille qui est toute nue. Donc il y a aussi cette idée que le capital principal, donc le capital au sens sociologique, c'est un type de ressource. Donc il y a l'idée que les ressources premières des femmes, c'est leur corps. Leur capital, c'est ce qu'il y a sous leur veste, c'est ce qu'il y a sous leurs vêtements. Donc à la fois on leur dit, il faut que tu sois désirable ma fille, mais désirable sans être désirante. C'est-à-dire tout le temps être l'objet du désir, mais jamais être le sujet du désir et d'être dans une logique proactive, de dire je contrôle ma sexualité et je suis celle qui va en négocier les frontières. Donc elles se retrouvent dans des injonctions contradictoires d'hypersexualisation d'une part, et d'autre part on leur dit il faut surtout pas avoir un type de sexualité, ou plutôt une sexualité hors mariage, puisque ça ce serait rompre avec les règles culturelles et les règles religieuses qui prévalent dans le milieu minoritaire auquel elles font partie. Alors comment elles vont réussir à négocier des marges de liberté? Pour Nassira Ghani Souleimas, ça passe en partie par la négociation de préliminaires, en disant on va s'autoriser une sexualité, mais uniquement une sexualité non pénétrante, ou en tout cas pas pénétrante de manière vaginale. Et donc elles vont essayer de négocier ça comme ça en faisant des préliminaires extrêmement longs, sans être pour elles dans un véritable rapport sexuel, et d'être comme ça dans une logique à la fois de fidélité familiale et à la fois d'écouter leurs propres désirs. Ça présente plusieurs limites en fait. Moi j'ai envie de dire, quand on est dans une salle de bain, quand on est une femme ou quand on est une personne racisée, on n'est jamais tout seul. On a toujours le regard, quand on est une femme, des hommes, c'est-à-dire qu'on va se regarder, on va se scruter, s'évaluer et se punir
par rapport au regard, le male gaze, le regard masculin qui va nous dire il faut être plus fine ma fille, il faut être épilée ma fille, tu as des cicatrices, tu as des vergetures, ça ne va pas. Et donc ce regard, il est prévalent dans une salle de bain. Il est d'autant plus prévalent qu'on est une femme racisée. Quand on est une femme racisée, il y a aussi le regard de la domination blanche qui dit faut pas être frisé, faut pas avoir les yeux bridés si on est une femme asiatique, il faut pas avoir le nez épaté ou la peau foncée si on est une femme noire. Et donc il y a aussi ce regard-là extrêmement, ces injonctions à la beauté qui sont extrêmement difficiles à gérer et à dealer devant son miroir quand on est une femme racisée. À cela aussi s'ajoute donc la question des hommes, la question des racisés. Il y a aussi la question de l'évaluation que du coup elles vont avoir vis-à-vis d'elles-mêmes et de ce rapport au quant à soi qui va être extrêmement frustrant. Donc devant leur miroir, elles ne sont pas toutes seules, dans leur chambre à coucher, elles ne sont pas toutes seules non plus, parce qu'en plus du regard de l'homme blanc, elles vont avoir aussi le regard familial. Donc au final, les femmes racisées se retrouvent avec plein de monde dans leur lit, et elles doivent dealer avec ça au moment où elles sont dans leur intimité et dans un rapport sexuel. Je ne sais pas si vous, ça vous inhiberiez, mais en tout cas, ça en inhibe plus d'une d'avoir autant de personnes. Enfin, je trouve que c'est un très bon exemple, puisque c'est ce dont Webb Dubois parle quand il parle de la question de la double conscience. Il dit les hommes noirs non seulement doivent penser comme des hommes noirs, mais en plus doivent intégrer quels sont les critères de la société dominante, qui est une société blanche. C'est pareil pour ces femmes. Elles se regardent à travers un regard qui a fait de leur destruction culturelle, émotionnelle, affective, physique, une mission et un enjeu civilisateur. Donc forcément, c'est dévastateur. Et donc dans cette sexualité, il y a finalement assez peu de place au lâcher-prise. Il y a assez peu de place à la spontanéité. Il y a assez peu de place à la déculpabilisation. Faire, c'est culpabilisant. Ne pas faire, c'est culpabilisant. Puisqu'on va avoir un partenaire peut-être qui va dire écoute, moi, tu ne m'intéresses pas si on n'a pas de rapport sexuel, ou c'est trop limité, il faudrait qu'on aille plus loin. Et ça, c'est extrêmement problématique. C'est super intéressant, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a un terme super à la mode qui revient assez souvent. Quand je dis à la mode, ça a été à la fois libérateur pour certaines jeunes femmes, mais je questionne, est-ce que le terme vaginisme aujourd'hui est libérateur, ou au contraire, il vient encore culpabiliser la jeune femme qui se retrouve face à un blocage? Alors, je ne m'attendais pas à cette question, mais je la trouve absolument formidable. Je la trouve absolument formidable pour plusieurs raisons. Parce que le vaginisme, qu'est-ce que c'est? C'est une contraction involontaire du vagin qui empêche toute pénétration. C'est ça le vaginisme. Et un certain nombre de sociologues et de sexologues se sont aperçus que c'était assez, ou en tout cas plus fréquent chez les femmes d'ascendance étrangère, et en particulier celles qui viennent du Maghreb et celles qui sont aussi avec un background culturel musulman en fait. Et donc moi je trouve ça absolument fascinant, c'est-à-dire qu'elles ont tellement intériorisé la norme qui est de dire il ne faut pas qu'on touche à ton intimité, parce qu'en fait c'est pas ton intimité là, entre tes jambes c'est l'honneur de ta famille, c'est l'honneur de ta communauté, donc tu as intérêt à les croiser serrés. C'est tellement intériorisé que du coup c'est fermé, c'est littéralement complètement fermé. Et ça arrive non seulement dans le cas des femmes racisées qui ont intériorisé les normes dominantes dans leur minorité, mais aussi dans le cas des femmes qui ont subi des violences sexuelles. Et pour peu que vous soyez les deux, vous vous retrouvez dans un blocage total et on va être dans une dynamique ultra aussi frustrante en vous disant mais tout ça c'est psychologique en fait, hein, tu vois, c'est pas une vraie pathologie. Donc le fait d'avoir mis un mot sur une réalité, sur un phénomène qui est le cloisonnement du vagin, ça peut aider en disant finalement je suis pas la seule à vivre ça et il y a un nom scientifique pour ça, et en même temps pour moi ça cause un problème qui est la pathologisation du corps féminin. Faire du corps féminin quelque chose qui serait anormal ou pathologique et en disant là c'est toi qui as un problème, si c'est psychologique ça vient de toi et c'est à toi de le corriger, alors qu'en réalité c'est social. On est tous responsables en fait d'un phénomène de vaginisme, et donc il me semble que créer des groupes de dialogue, créer des groupes de discussion autour de la sexualité et autour de ce phénomène serait beaucoup plus profitable que d'écrire des ouvrages sur le vaginisme ou mettre en place des consultations chez des sexologues sur la question. Parce qu'avant la question du vaginisme, autrefois on parlait de démons, on parlait de cadenas, donc du coup il y avait tout le poids culturel qui venait apporter une solution quelque part, et donc du coup moi j'ai l'impression que, bon c'est pas une question mais c'est juste un partage, j'ai l'impression qu'au final ces jeunes femmes sont bloquées de partout, au sens propre et au sens figuré. Oui. Alors le blocage pour le coup il est typique, il est physique, il est incorporé au sens premier du terme, et en même temps
faire du vaginisme une pathologie, c'est aussi adopter un regard patriarcal et sexiste sur la question. Puisqu'en réalité, les femmes peuvent avoir énormément de plaisir. En général, elles ont la majorité du plaisir sans avoir de pénétration coïtale. Et donc, en fait, le fait de disqualifier en disant qu'il faut absolument régler ce problème, alors que les femmes peuvent avoir X orgasmes avec la stimulation du clitoris, c'est aussi très hétérocentré et très androcentré. Puisque, en fait, la domination sexiste, c'est de dire les femmes n'ont de plaisir ou de plaisirs principaux qu'à la pénétration. Ça, c'est une des conséquences de la psychanalyse mise en place de Freud, qui faisait la différence entre les femmes en fait matures et les femmes immatures. Les femmes matures, c'est celles qui avaient du plaisir à la pénétration et un orgasme vaginal, et les femmes immatures, c'est celles qui avaient du plaisir à la stimulation clitoridienne. Pour lui, il fallait impérativement que ces femmes-là migrent pour les femmes clitoridiennes vers quelque chose de vaginal. Alors que les travaux récents sur la question de la sexualité ont bien montré que même le plaisir ressenti par les femmes au niveau vaginal est en réalité découle complètement du plaisir clitoridien, puisque le clitoris est beaucoup plus long que ce qu'on le pense, hein, c'est 13 cm quand même, et à l'intérieur il se dédouble et il enserre complètement le vagin. Donc même le plaisir vaginal est un plaisir clitoridien, et je pense que si on désacralisait le plaisir vaginal et on disait mais finalement si tu as du plaisir clitoridien c'est très bien, et on peut trouver comme ça une sexualité épanouie, il n'y a pas de nécessité à la pénétration, ça permettrait aussi de lever un certain nombre de charges sur leurs épaules, puisqu'elles se pensent pas complètes tant qu'il n'y a pas cette pénétration vaginale, alors que ça encore c'est une construction du regard masculin sur elles.